Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Global Africa. Bienvenue à cette nouvelle production de Recto Verso. Les chiffres de 2022 au Cameroun chiffrent à 230 milliards de francs CFA la contribution des Camerounais de la diaspora à la vie socio-économique au Cameroun, soit environ 1% du produit intérieur brut, loin derrière les pays tels que l'Égypte qui caracole à la tête du classement du top 10, les 10 meilleures diasporas africaines. Pourtant, l'État du Cameroun veut impliquer la diaspora dans le développement économique. En 2017, le Cameroun organise le premier forum de la diaspora rendu en 2024. Les résultats sont toujours recherchés. Pourtant, des initiatives nombreuses commencent à voir le jour et viennent par exemple des organisations de la société civile, le cas de l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun qui a fait le déplacement de Paris au mois de décembre 2023 pour rencontrer ces Camerounais de la diaspora et les intéresser à la vie socio-économique de notre pays. Pour quels résultats, on va le voir dans le cadre de ce programme. Et nous recevons Serge Anthony Ongene, le président justement de cette association de la jeunesse républicaine du Cameroun qui avait organisé cette première rencontre, un dialogue des Camerounais de la diaspora. C'était en décembre 2023. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour à vos nombreux téléspectateurs de par le monde qui nous regardent. C'est un réel plaisir et un honneur de pouvoir être convié à votre invitation. Et je pense que pour le temps que nous allons passer ensemble, nous allons tout faire pour davantage édifier nos compatriotes du Cameroun et de l'étranger de ce que sont nos activités, du regard que nous avons sur le Cameroun et des perspectives qui sont les nôtres. Alors, dans le cadre du regard que vous avez pour le Cameroun, nous parlions justement de cette rencontre, ce dialogue des Camerounais à la diaspora organisé au mois de décembre 2023 à Paris, en France. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de réunir l'intelligentsia camerounaise, le Cameroun de l'étranger qui n'est pas toujours vu, su et qui ne s'exprime pas toujours sur les questions, qu'elles soient sociales, politiques ou économiques, et même culturelles. Il fallait donc trouver l'occasion spécifique et spéciale de leur donner l'opportunité de s'exprimer sur toutes ces questions-là, d'autant plus que les difficultés que nous traversons depuis un certain temps, particulièrement avec la crise post-électorale de 2018, met la diaspora au centre des intérêts et même acteur de beaucoup de conflits. Et pour nous, nous sommes conscients et convaincus que apporter des solutions à tout ce que nous traversons comme difficulté demande à ce que la diaspora soit davantage impliquée. Mais pour que la diaspora soit impliquée, il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Et comme nous avons... pensez qu'elle n'a pas suffisamment d'occasion. Il y a quand même eu tout un forum en 2017 qui rassemblait ces Camerounais à la diaspora. Oui, justement, la différence dans ce qui a été fait et ce que nous avons fait, c'est que le cadre déjà tenait de ce que l'expression des Camerounais de l'étranger, ça se faisait sur leur sol. Contrairement à ce qui avait été fait en 2017, c'était au Cameroun. Voilà, ça c'est d'abord un premier pan. Ça fait qu'on est libéré de toute charge, de toute pression imaginaire, afin de pouvoir donner de façon véritable, objective et de façon poussée ce que l'on pense véritablement du pays. Mais tout un autre aspect, c'est aussi l'aspect de la haute considération. Vous savez, quand vous allez vers quelqu'un, il se sent un peu plus honoré. Il voit l'intérêt que vous avez pour sa personne ou pour la communauté tout entière. Et là, il se dispose à s'ouvrir davantage. Vous n'êtes pas en train de ressortir là ce qu'on peut considérer comme les limites du FODIAS 2017? Vous savez que je suis républicain. Et ça rentre effectivement dans les limites. D'autant plus que, avant d'arriver à la tenue et l'organisation du grand dialogue des Camerounais de l'extérieur, nous avons collecté un ensemble d'éléments. Et il ne vous échappe pas que la première organisation patriotique
du Cameroun à l'étranger avec l'avènement de la crise post-électorale. C'est sous mon magistère qu'elle a été mise sur pied, le réseau des patriotes camerounais en France, et tout le travail qu'elle a fait pour aider à ce que nous puissions avoir un Cameroun un peu plus stable, un soutien indéfectible aux institutions pour qu'elles soient maintenues, et même un affaiblissement des irrédentistes qui ont porté un coup ou un sacré coup à l'image du Cameroun. Il fallait faire tout ce travail-là. Donc, mais vous vous rendez à Paris, vous rencontrez ces Camerounais de l'extérieur et vous pensez qu'ils sont plus dégagés, plus à même de s'exprimer là-bas, ils sont plus considérés parce qu'on est allé vers eux. Sauf que là, dans ce dialogue, il n'y a pas le gouvernement formellement représenté. Oui, le gouvernement n'est pas formellement représenté. Je pense que ce qu'il faut noter, c'est ce que nous avons apporté à notre pays. Et pour nous, ça tient d'une contribution significative. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le gouvernement était au fait de nos travaux. Et le gouvernement suivait de façon très, très attentive ces travaux. J'ai envie de dire le chef de l'État de façon très particulière avec un œil avisé sur ce qui se passait sur Paris. Je ne vais pas revenir sur les contours de la préparation de cela qui émanait naturellement de nous, les initiateurs, mais aussi du rendu final avec tout ce que ça a comme conséquence positive aujourd'hui, étant donné que les travaux de Paris ont donné la possibilité, à partir du schéma qui a été tracé de façon très très scientifique et professionnelle, que ce soit en pré-événement, durant l'événement et post-événement, a donné à ce que les résolutions au nombre de 38 qui sont sorties de là soient des résolutions globales qui puissent apporter un impact significatif au développement du Cameroun, à la projection du Cameroun sur tous les plans, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles et tout ce qu'on peut imaginer, même sur le statut de la diaspora. Nous n'avons surtout pas éludé les questions qui fâchent, un peu comme la question de la double nationalité. Oui, elle a été évoquée, mais la différence ici, avec ce que vous avez évoqué sur les travaux du Cameroun en 2017, c'est qu'on devait aller au bout. Ce n'était pas un cadrage à la type gouvernemental, mais c'était une démarche qui visait à soulever, à poser les problèmes, mais dans un cadre républicain. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, il y a un aspect qui échappe souvent à beaucoup des compatriotes à l'étranger. C'est un environnement que je connais très bien, dans lequel j'ai moi-même évolué, et ça fait que les prises de position ou des regards ne tiennent pas souvent compte de la réalité de nos textes, de nos lois et de comment même notre administration fonctionne. Et vous voyez donc qu'une personne comme moi et l'équipe qui était structurée tout autour a l'avantage d'avoir ce regard des deux côtés. Donc du coup, il est plus facile lors des échanges en atelier d'expliquer pourquoi ceci peut passer ou pourquoi cela ne peut pas passer, ou bien alors comment il faut le présenter. Vous voyez par exemple, je prends le cas de la double nationalité, qui est l'une des résolutions sur la commission diaspora, qui est revenue et qui revient tout le temps. Mais généralement, quand les gens l'évoquent, c'est comme un credo tout simplement. Les gens veulent la double nationalité. Mais il faut déjà savoir qu'il y a une situation de façon globale. Quel est l'état du statut des Camerounais à l'étranger? Comment elle peut s'intégrer avec nos lois, parce que les gens ne connaissent pas aussi souvent nos lois, ils sont plus dans une volonté tout simplement souhaitée. Et quels seraient les impacts qu'une double nationalité pourrait apporter, contrairement à ceux qui sont peut-être contraires à ce qu'elle s'implémente, étant donné que le chef de l'État, son Excellence... Mais ça ne doit pas être des questions nouvelles, ça devrait être des questions très anciennes qui auraient déjà dû trouver une solution. Oui, justement, il y a ce qu'on appelle ici au Cameroun la volonté politique, mais il ne faut pas... Vous la qualifiez comment cette volonté politique? Elle semble vouloir avancer ou pas? Non, je pense qu'elle est timide. Elle est timide, et pour avoir échangé avec des très hautes personnalités, je crois que nous sommes dans un dogmatisme légal, si je peux appeler ça comme ça. Donc,
les administrateurs sont davantage portés sur les lois qui existent en ce moment, sans regarder l'impact sur le plan social et sur le plan économique. Je vais prendre une image tout simplement. Vous savez, le fait, par exemple, d'ouvrir sur la double nationalité avec un schéma que nous avons proposé dans le cadre de nos travaux, avec exigence de la carte consulaire qui pourrait être obligatoire, peut permettre au Cameroun de lever en 3 ans 1200 milliards. Il n'y a aucune banque, que ce soit le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui peut vous permettre d'avoir une telle bouffée d'oxygène sur le plan financier visant... Ça se sait. Ce genre d'avantage, on le répète régulièrement sur les plateaux télé, mais dans les faits, rien ne bouge. Est-ce que ce n'est pas le politique qui est venu un peu obstruer les voies qui peuvent être socio-économiquement avantageuses? Mais tout à fait, il y a cet aspect qu'il faut évoquer. Le politique a, sur un certain plan, une crainte sur cette ouverture qui pourrait échapper à une certaine maîtrise sur un plan purement politicien. Ça, il faut le dire. On a peur d'une diaspora qu'on ne peut pas contrôler sur le plan politique. Qu'on ne peut pas maîtriser parce que les rudiments de son accueil et de son orientation ne sont pas préparés, elles ne sont pas apprêtées et ça peut poser un problème parce qu'on se dit, vous avez de façon officielle les chiffres rendus au MINRES, vous avez 6,5 millions de Camerounais à l'étranger. Et nous savons, il y en a un peu plus. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui sont en situation irrégulière et tout. Donc, nous allons entre 8 millions et un peu plus que cela. Donc, ça fait que vous imaginez ce que cela représente sur le plan démographique, parce que c'est la 11e région du Cameroun, nos compatriotes à l'étranger. Et ce qu'elle pèse, vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure, donc, certainement, le politique dans son agenda juge que ce n'est pas encore très opportun, mais ce qui est certain, c'est que c'est une question qui s'impose d'ores et déjà et qui, à l'avenir, nous n'aurons pas d'autre choix que d'être portés vers l'ouverture, d'autant plus que nous avons besoin des ressources pour développer notre pays. Mais cette approche semble donner raison à certains leaders de l'opposition qui indiquent que la diaspora serait une menace pour le régime actuel. Vous êtes également défenseur de ce régime, il faut le dire. Oui, ce que je veux dire, menace, là c'est souvent un peu biaisé. La diaspora est un atout. Maintenant, dans le schéma camerounais en ce moment, dans les politiques gouvernementales, on peut dire qu'il y a des personnes qui veulent aller vite, il y a d'autres qui le veulent moins, pour préserver leur position, parce que ce type de mouvement apporte des changements, apporte des chamboulements sur l'échiquier politique dans son ensemble. Parce que, voyez-vous, par exemple, dans les travaux de Paris, il a été demandé, et ça a été adressé au chef de l'État, vous allez suivre cela, mais c'est le grand dialogue des Camerounais de l'extérieur qui est derrière tout cela, une circonscription électorale pour la diaspora. Parce que vous avez évoqué 230 milliards de transferts vers le Cameroun. Mais pourquoi donc cet argent qui vient et qui sert au Cameroun et les Camerounais qui sont là-bas n'ont pas la possibilité de défendre leurs propres préoccupations au niveau de l'Assemblée nationale? Et vous êtes d'accord avec moi que si on restait sous le schéma de 180 députés et que le président de la République, dont nous savons une oreille très attentive à ce dossier, décide d'ouvrir sur une circonscription, il y a certainement certaines circonscriptions qui seront revues ici et il y a des gens qui ne sont pas prêts à céder de leur circonscription au profit des Camerounais de l'étranger, alors que certainement dans la vision de l'État, dans la vision du chef de l'État, c'est quelque chose de beaucoup plus global et impactant pour l'avenir. Mais comme certains compatriotes, qu'ils soient aînés, autorités, haute autorité, regardent aussi davantage à leur position et ont peur de ces changements-là, ça peut être l'objet de certains blocages. Donc, voir la diaspora telle une menace, c'est tronquer en fait le discours, c'est de le ramener sous un champ purement politique. La diaspora est un atout pour le développement
du Cameroun. Vous avez 20 000 ingénieurs en Allemagne. C'est énorme. Et vous pouvez imaginer avec ça. Et l'Allemagne a l'ingénierie de transformation. Ce n'est pas l'ingénierie tout simplement. Et dans l'ingénierie de transformation, vous avez l'ingénierie de conception. Ça veut dire que vous avez des gens qui savent créer et tout. Et si les portes sont ouvertes vers le Cameroun avec toutes les facilités qui sont souhaitées et demandées, je crois que ça va nous permettre d'aller très vite vers l'émergence souhaitée. Alors, pour insister sur l'aspect d'une diaspora ou d'une certaine diaspora qui serait une certaine menace également, l'actualité post-électorale après 2018 a quand même montré un côté assez incandescent de cette diaspora qui saccageait les ambassades, qui interdisait le spectacle de certains artistes parce qu'ils auraient défendu les couleurs du parti au pouvoir et du candidat du RDPC, le président Paul Biya. Est-ce que cela n'a pas alimenté, justement, amené certains à freiner les quatre fers face justement aux facilités qui sont pourtant demandées par la diaspora? Je crois que regarder les choses de cette façon-là, c'est un peu tronquer la réalité. D'abord, ces irrédentistes, ces antipatriotes, comme j'aime à les appeler, qui se réclament certainement des patriotes parce qu'ils évoquent la question du Cameroun, mais ils sont irrédentistes et antipatriotes de par leurs actes. Parce que ce qui touche à la sacralité du Cameroun, comme le drapeau du Cameroun, quand on le brûle, quand on le piétine, ça pose un problème. Quand on peut décrocher l'image du chef de l'État, qui est le symbole de la nation, de son unité, dans tout ce que vous pouvez imaginer, ça pose un problème. Et il est important de relever que c'est une infime partie des compatriotes à l'étranger. D'une certaine diaspora. Voilà, oui, c'est cela que je dis, une certaine. Et aujourd'hui, certains ont pris cela pour instrumentaliser l'ensemble. L'ensemble, c'est la majorité silencieuse. Ce sont ces ingénieurs, ce sont ces professeurs d'université, ces médecins, ces artistes, ces sportifs. Ils sont plus nombreux et ils apportent davantage au Cameroun. Et vous voyez que si vous observez l'évolution de 2019 à ce jour, c'est cette majorité silencieuse, avec le concours de la dynamique patriotique, de par ces Camerounais qui ont décidé, avec notre impulsion, de prendre les risques de faire face à cette infime partie, qui a fait basculer, je veux dire un peu, les choses, dans le sens où le recul de cette minorité que vous avez située là, vient aussi du fait que la majorité est restée fidèle à son pays et a tout fait de continuer de promouvoir le Cameroun à l'international. Et du coup, eux, ils se retrouvent sur la banqueroute. Et ça justifie donc du fait que si on donne la possibilité à la majorité d'œuvrer, d'avoir des possibilités, des ouvertures, l'infime va totalement disparaître. Donc, elle a pu se développer, elle a pris pignon sur rue, tout simplement parce qu'on lui a prêté le flanc et on n'a pas assez regardé vers la majorité silencieuse. Plus on regardera vers la majorité silencieuse, plus cette minorité va disparaître totalement et elle mourra de sa propre mort. Et c'est des approches très simples, des approches stratégiques qui ne sont pas opportunes, mais qui viseraient à mieux consolider l'unité, la paix au Cameroun et à se projeter aisément vers le développement. Parce que cette majorité, celle qui a l'argent, c'est elle qui travaille chez HSBC, chez Dassault, dans les meilleurs hôpitaux. Vous comprenez un peu. C'est à elle qu'il faut donner l'opportunité d'exprimer le savoir et la dynamique de ce que sont des Camerounais à l'étranger. Pas toujours prêter le flanc à cela. Donc, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, il y a quelques personnes ou personnalités qui jouent avec cet aspect pour essayer de maintenir les situations ou des positions au statu quo. Alors pour revenir à la contribution en termes de transfert de la diaspora au Cameroun, les études sur la masse des 230 milliards, par exemple le chiffre 2022, montrent que généralement c'est des transferts à but social. Les mariages, les deuils et autre chose, pas grand-chose pour un investissement porteur. C'est le constat que vous avez fait également? Effectivement, nous avons fait ce constat. Voilà pourquoi nous avons suggéré dans nos travaux un fonds d'investissement camerounais qui peut lever
1 millier de milliards, donc, et une banque camerounaise de la diaspora. Moi, je vais dire, il y a beaucoup de nos aînés qui ont aussi été de l'autre côté. Ils connaissent ces réalités-là, mais on ne sait pas pourquoi ça coince souvent. Vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent à l'étranger, mais la difficulté de faire parvenir cet argent au Cameroun se pose. Alors que si on met des instruments financiers tels ceux dont j'ai évoqué tout à l'heure, on lève beaucoup plus d'argent. Et on peut même éviter certains chocs économiques comme des dévaluations, comme des crises économiques. Parce que observez quelque chose. Monsieur Jean-Jacques, récemment vous étiez à Paris. Vous devez changer de CFA ici pour acheter de l'euro. Vous voyez? Et on a un problème avec notre balance commerciale. Absolument. Voilà. Ça veut dire que si on a un choc pétrolier comme c'est courant maintenant, ou dans une quelconque matière première, nous avons plus de risques d'être victimes d'une dévaluation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de devises. Alors que si on met la diaspora à contribution à partir de ces instruments, nous pouvons avoir au Cameroun des réserves en devises. Ça fait que ça nous donnera la possibilité de commercer avec n'importe quel pays dans le monde. Et vous voyez que l'aspect que vous avez évoqué sur l'apport de la diaspora sur des aspects sociaux, c'est un des aspects très minimes dont on pourrait même se passer si on bâtit une véritable stratégie pour doper notre économie avec leur apport. Parce que nous avons fait des chiffres et des calculs très simples. Tout diasporien est capable de faire une épargne de minimum 100 € par mois. Parce que le SMIC en France, on est dans les 800 € et tout, et la moyenne des salaires, c'est dans les 1500, et quand on pousse un peu plus loin, on sait qu'il n'y a pas un Camerounais qui gagne généralement moins de 2000 € parce qu'ils font plusieurs boulots, ils sont intelligents. En plus de ça, ils savent s'imposer. Et c'est à nous d'user de ce capital pour faire en sorte que notre économie puisse s'élever. Vous avez évoqué là que parmi les 10 premiers pays en Afrique, nous ne faisons même pas partie. Mais par contre, un pays comme le Mali est dans ce classement. Mais c'est quand même quelque chose d'ahurissant, alors que nous avons toute la panoplie d'intellectuels, de compétences, des plus réputés de notoriété établie à l'international. Mais pourquoi nous ne capitalisons pas? Parce qu'au Mali et au Ghana, les couloirs sont bien définis. Bien définis, tout à fait, bien suivis par les pouvoirs publics, qui vont jusqu'à avoir des ministères ou des départements spécialement chargés des questions de la diaspora, ce qu'on n'a pas au Cameroun. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, je vais vous surprendre, le déploiement de Paris, c'est sous nos fonds propres. Ça va peut-être vous surprendre, comme on a fait beaucoup d'activités au Cameroun, on en a fait, c'est à nos fonds propres. Et ce que nous avons choisi par cette démarche, c'est tout simplement d'indiquer des voies par lesquelles nos autorités pourraient se saisir afin qu'il y ait une certaine transformation de ce volet-là. Parce que chez les autres, comme au Sénégal, c'est hyper mieux structuré. Je trouve mal, par exemple, que quand notre chef de l'État se déploie... Le Sénégal qui est classé 6e. Voilà, dans le top 10. se déploie pour l'extérieur, qu'on croit que le Cameroun va se résumer, par exemple, à la présence des partisans du RDPC. Vous comprenez? Alors que c'est le président de tous les Camerounais. Il doit avoir une mobilisation à nul autre pareil. Et tout cela tient d'une diaspora structurée et organisée. Voilà pourquoi à chaque fois que vous aviez vu l'ex-président sénégalais sortir à l'extérieur, vous voyez 4-5 000 Sénégalais qui sont mobilisés. Ce n'est pas tous qu'ils faisaient partie de son parti politique, mais c'est parce qu'ils se reconnaissaient comme Sénégalais et reconnaissaient leur chef d'État comme leur leader. Et nous devons atteindre ces niveaux-là, d'autant plus que nous avons plus de ressources que ces autres pays. Et pour nous, nous pensons que c'est le moment de le faire, surtout avec l'avènement d'une présidentielle qui arrive en 2025. Il faut ouvrir, il faut donner la possibilité à la diaspora camerounaise d'être suffisamment représentée par des hommes, par des femmes, afin que une nouvelle impulsion naisse et que cette diaspora apporte vraiment de tout ce qu'elle a et de tout ce qu'elle peut pour le pays.
Alors, vous avez certainement entendu cette diaspora s'exprimer sur les difficultés qu'elle a à investir au Cameroun, notamment avec la corruption qui est ambiante, avec les lenteurs administratives. Des facilités ont été promises après le FODIAS pour dire qu'il est possible de créer très rapidement une entreprise. Mais tout ce qui, la plupart des Camerounais qui se lancent vers la création des entreprises finissent par abandonner parce qu'il faut laisser quelque chose à chaque porte. Oui, vous savez, récemment, nous étions à un colloque au ministère des Relations extérieures, à la journée camerounaise de la diaspora. J'ai pris la parole durant ce grand événement dont il faut saluer l'organisation par le ministre des Relations extérieures, M. Mbela, et tenu et présidé par le ministre Félix Mbayou. Nous avons dit ceci. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est qu'on fait des choses, mais elles ne sont que conceptuelles. Elles ne sont pas opérationnelles. Je vais vous surprendre. Il y a un fonds de 200 milliards pour accompagner la diaspora, logé au ministère des Finances. Combien de personnes le connaissent au niveau de la diaspora? Non, pas du tout. En plus de cela, comment on fait pour être accompagné? Nous prenons pour des options pratiques et opérationnelles, dont la méthode simplifiée. Au Cameroun, nous avons des méthodes extrêmement complexes. Ça fait qu'on peut le reconduire au budget qui va suivre, mais personne n'en bénéficie presque jamais. Sinon, ce sont des copains. Et ça peut donc tourner facilement à des détournements de deniers publics. Puisque sur le terrain, nous ne voyons pas des entreprises venant de l'extérieur ou des promoteurs venant de l'extérieur pour pouvoir apporter une plus-value à notre économie. Et nous pensons donc qu'il faudrait que nous changions de paradigme. Et personnellement, nous avons mené des travaux. Nous avons une sorte de think tank, projet, et nous sommes arrivés à beaucoup de conclusions. Et ça ne tient pas seulement de la diaspora, ça tient même de l'intérieur. C'est que nos process d'impact ne sont pas adaptés à la réalité du Cameroun et à sa prospective visant à résorber le chômage, à transformer la vie autour des Camerounais, ce qu'on généralement transformer la vie dans la cité. Nous n'avons pas de bonnes solutions. Nos instruments ne sont pas adéquats. Nous devons nous inspirer de nos propres réalités. Je vais par exemple vous surprendre, juste pour sortir un peu du schéma de la diaspora. Nous avons fait des travaux sur le Cameroun qui pourrait créer 2,5 millions d'emplois en 3 ans à travers ce que j'ai appelé la centrale d'intelligence camerounaise. Et là-dedans, 1200 modules ont été travaillés et ont donné à ce résultat. Et vous voyez que pour des institutionnels avec lesquels j'ai échangé, d'ailleurs bénéficié des audiences présidentielles à cet effet, c'est très compliqué. Ou alors ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais ça va remettre à plat nos modèles à nous. Et ça va donner peut-être le sentiment que nous ne faisons pas assez, ou bien nous ne faisons pas assez bien, ou nous ne faisons pas du tout bien. Et du coup, il faut bloquer ce genre de choses. C'est la même difficulté que la diaspora a. Voilà pourquoi on ne la voit pas impacter sur le terrain, parce que c'est un clair-obscur. Donc, sur le discours, on vous dit il y a ceci, il y a cela, mais la réalité est tout autre. Et autre chose, on ne peut pas construire des mécanismes visant à aider la diaspora sans la diaspora. Ce n'est pas possible. Des fonctionnaires, des experts. Mais qu'est-ce qu'il faut pour impliquer directement la diaspora? Il faut l'associer, et pas seulement l'associer, la bonne diaspora, celle qui est à l'ouvrage, celle qui a essayé, entrepris, fait des choses. Parce que, quelquefois, moi j'étais au Grand Dialogue National, à la commission 7 de la diaspora. Mais parfois, on vous ramène rien que des copains. Et dès qu'ils viennent là, ils bavardent le lendemain, ben, ils sont repartis. Et on vous dit, on a eu la diaspora. Donc il n'y a pas de suite. Donc il n'y a pas un travail de fond qui est fait préalablement. Pour identifier la bonne diaspora, celle qui peut avoir un discours porteur ou des projets porteurs. Voilà. Et en plus de cela, moi je dis, n'ayons pas souvent honte de dire que
on peut s'appuyer sur M. Onguéné, on peut s'appuyer sur Madame Piasso en Suisse, on peut s'appuyer sur Bobé Serge au Canada, parce que ce sont des visages qui ont cravaché, qui se sont investis, vous comprenez? On n'est pas toujours obligé d'aller dire qu'on va aller chercher tel qui est enfoui, je ne sais, sous la table, pour essayer de le mettre en lumière. Et ça, résultat des courses, résultat. Photias, 4 années et un peu plus tard, on ne lit rien. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui faites le constat en tant que journaliste et les problèmes restent quasiment entiers. Malgré que on va vous dire qu'il y a eu des avancées sur tel ou tel domaine. Sauf que les résultats, on a du mal à les voir. Et les cris de la diaspora se font de plus en plus. Vous voyez donc que... Ils se manifestent par le flux des déplacements. Canada, France, ainsi de suite. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir. Le mouvement est plutôt inverse. Bon, le mouvement du départ, ça tient d'abord de la volonté. Bon, moi, je dis toujours, il y a une certaine paupérisation au Cameroun, mais le Cameroun, en même temps, c'est une terre promise. Maintenant, ça revient à ce qu'il y ait des instruments qui n'existent pas. Et c'est à nous de les penser. C'est à nous de mettre des think tanks. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. J'en ai discuté avec certaines autorités. Je leur ai dit, l'un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est que l'État ne peut pas être stratège et opérationnel. J'ai fait beaucoup de recherches à titre personnel. J'ai vu ce qui s'est passé chez les Saints Dragons d'Asie et tout et tout. Les gars ont rompu avec certaines pratiques anciennes pour se développer. Vous comprenez, à la base de leur réalité. Mais sauf que nous sommes dans une continuité voulant opérer des changements qui sont lents. Et vous voyez donc que la complexité des affluents concourant à une décision rend à ce que le résultat soit difficile. Sur un même dossier, vous avez 5 ministères qui interagissent. Mais c'est fou. Et tout à l'heure, quand vous disiez que la diaspora a du mal à investir, mais nous avons demandé tout simplement qu'il faut une agence transnationale. Parce que moi, je dis, expliquons souvent ces choses de façon très simple et terre à terre. Un Camerounais à l'étranger, difficilement, il aura 3 mois de vacances. Il a entre 2 semaines et maximum 1 mois. Voilà. Et si vous venez acheter un terrain au Cameroun, il faut que vous fassiez toute la légalisation des paperasses à partir de votre acte de naissance, certificat de nationalité et tout cela. C'est long. Vous comprenez? Et vous n'avez personne à qui confier. Et si vous confiez à la famille, ça renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'aspect social. Puisque votre familier, il peut détourner votre argent et à la fin même lui-même, l'as de monter et de descendre, il se décourage. Parce que quelque part, on va lui dire qu'il faut que le requérant ou la personne sollicitante de tel service se présente physiquement là. Blocus. Et c'est comme cela. Alors qu'avec une agence, tout cela peut être réglé à distance comme en présentiel selon les mécanismes qu'on met sur pied et on essaye d'avancer. Donc, c'est ça notre difficulté. Mais dans les avancées, ces derniers temps, on voit des structures camerounaises aller vers l'étranger. L'agence de promotion d'investissement API va souvent, le Fonds national de l'emploi se déploie assez régulièrement de ce côté. C'est quand même des approches qui peuvent tracer le chemin. Le problème aujourd'hui, M. Jean-Jacques Zé, ce n'est pas que rien n'est fait, mais c'est l'efficience de ce qui est fait. Et nous constatons malheureusement qu'il n'y a pas d'efficience. Combien d'entreprises portées par des Camerounais l'API a ramené? Combien d'ingénieurs pointus le FNE a ramené? Et comment ils ont été utilisés? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a tracé un cap. C'est l'émergence 2035. Ça veut dire, et vous êtes d'accord avec moi que l'émergence 2035, ce n'est pas pour le chef de l'État, c'est pour le Cameroun. Et ça induit donc que les politiques du Cameroun doivent connaître un adressage visant à cet objectif, dans leur ensemble. Et si donc, il n'y a donc pas ce sursaut de transformation, ce changement de paradigme dans les approches, on va
comme on dit souvent, essayons encore. Et il y a une maladie au Cameroun, ça il faut le dire. C'est que à chaque fois que quelqu'un essaie, si un autre vient, même s'il a marqué un pas, il reprend tout à zéro, il n'est pas dans la continuité. Vous comprenez donc pourquoi une structure, par exemple, comme j'ai évoqué la centrale d'intelligence, elle est importante au Cameroun, parce qu'il faut des gens qui pensent le Cameroun et d'autres qui opérationnalisent. Vous ne pouvez pas, par exemple, je vais prendre une image encore. Vous êtes ministre. Ça veut dire que vous êtes ordonnateur des budgets. C'est vous qui validez les marchés. C'est vous qui les contrôlez, c'est vous qui les évaluez et c'est vous qui les faites payer. Vous comprenez donc qu'on doit sortir de cette façon de travailler. Et nous avons l'expertise pour cela. Et moi, je milite pour l'implication à un seuil très élevé de la diaspora dans des domaines réservés, dans des domaines de transformation. Donnons la possibilité à nos concitoyens d'apporter leur savoir-faire. Parce que quand on va de l'autre côté, c'est pour aller acquérir du savoir. Et le chef de l'État nous le dit si bien dans l'un de ses discours du 10 février, qu'on doit aller chercher pour venir investir et transformer notre pays. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait donc des barrières. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça pose le problème de la double nationalité. Ça pose le problème des facilités et même de priorisation. Moi, je dis souvent, et je milite pour qu'on priorise la diaspora au niveau des services pour que la célérité. Il revient à chaque ministère de créer un bureau spécifique pour adresser les questions de la diaspora. Voilà, sur tous les pans. Parce que moi, j'ai par exemple eu beaucoup d'interpellations sur tous les voyages que j'ai eu à effectuer à l'étranger sur l'acquisition des terres. Les gens te disent des procédures, c'est impossible. Vous voyez, puisque c'est le seul endroit où beaucoup de juges encore qui peuvent sécuriser leur argent et tout via l'immobilier. Mais seulement, est-ce que nous savons qu'on peut transformer notre pays à partir seulement de cette volonté? Je veux dire, comme les gens sont plus sûrs de ce côté, on peut construire des nouvelles villes. Absolument. Absolument. Et très simplement. Alors, vous avez beaucoup parlé justement des choses qui ne marchent pas, des observations que vous avez l'habitude de faire pour que les choses changent. Vous êtes en même temps militant du RDPC, vous êtes un soutien fort du président de la République. Est-ce que ça ne complique pas vos démarches entre vos critiques vous savez, M. Jean-Jacques, et votre carte militante? M. Jean-Jacques, je me définis tout d'abord comme un républicain. C'est pour cela que s'il y a des choses qui ne marchent pas... Vous observez qu'il y a beaucoup d'anti-républicains ou de non-républicains? Il y a des gens qui ne sont pas républicains. On peut être patriote sans être républicain. Parce qu'il faut d'abord observer l'ensemble des règles qui régissent notre société. Ça, c'est le principe. Et ça tient de ce que, par exemple, le respect à l'institution suprême, qui est le chef de l'État. Des gens me tentent souvent de soutenir le chef de l'État. Je dis oui, je soutiens le chef de l'État. Et je ne le soutiens pas de façon imaginaire. Je le soutiens sur la base de ses œuvres. Et maintenant, si plus le chef de l'État est président du RDPC, vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'il est aussi le président de tous les Camerounais. Ça, vous le soutenez sur la base de ses œuvres. Vous observez quand même que sur la gestion de la diaspora, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas implémentées. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Est-ce que ces œuvres parlent de ce côté-là? Oui, les œuvres du président de la République parlent de ce côté parce que, moi je dis toujours, les gens ont une analyse erronée de la situation. Les Camerounais La bonne analyse, c'est quoi? Oui, les Camerounais même qui sortent, ils ont bénéficié de l'éducation à partir d'où? À partir du Cameroun. Mais parce que quand vous arrivez à l'étranger, vous vous imposez aussi parce que vous avez un QI, une certaine connaissance. Mais c'est l'école du Cameroun qui vous a formé. Je dis souvent à mes compatriotes à l'étranger, vous ne pouvez pas dire que le Cameroun, tout est noir, alors que c'est grâce au Cameroun que vous savez lire et écrire. Et que vous avez, les diplômes qui sont compétitifs. Donc, tout n'est pas noir. Il y a des choses plutôt qui ne marchent pas. Et ces choses, il faut qu'on les prenne cas par cas pour essayer de les traiter. C'est la raison pour laquelle on a
mis sur pied le grand dialogue des Camerounais de l'extérieur. Parce que prenons les situations et adressons des solutions à l'État en rapport avec ces situations. Ne disons pas tout simplement que ça ne marche pas. Qui vous a dit qu'en Europe, tout marche très bien? Où nous y sommes? Mais on voit bien des gens qui souffrent là-bas. Alors vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, au proche du pouvoir, le parti qui est critiqué par l'opposition, qui pense que ce qui ne marche pas est de l'actif, du passif de cette formation politique-là. Comment vous assumez cela lorsque vous rencontrez les Camerounais de la diaspora? Je suis républicain, je suis patriote. Quand je parle à mes compatriotes, je ne leur parle pas avec une casquette politique. Et parler aux Camerounais avec des casquettes politiques confère des limites. Parce que des gens ont du mal à vous accepter et à vous écouter. Et je dois même dire que c'est l'un des problèmes que nos autorités ont. Où moi je peux passer, je sais qu'il y a des ministres qui ne peuvent pas passer. Ça, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Parce que il y a ce qu'on appelle le concept de la stigmatisation. On croit que si quelqu'un est originaire d'une telle région ou appartenant à une telle chapelle politique, il n'a plus la possibilité de réfléchir ou de dire quelque chose qui a sens. Et alors, il faut donc intégrer les gens dans leur environnement. L'environnement, c'est d'apporter le discours qui rassemble. Et le discours qui rassemble, c'est lequel? C'est le discours républicain, c'est le discours patriotique. Et c'est à partir de cela que vous expliquez, faites comprendre aux gens quelles sont les réalités. Parce que quand on se retrouve entre nous, on ne distingue pas qui est du PCRN, qui est du SDF. Vous avez vu les travaux de Paris. Il y avait le PCRN dedans, il y avait le SDF dedans, il y avait... On a même vu des biaïstes. Voilà, il y avait même des biaïstes. Vous comprenez? Mais on n'est pas allé là-bas pour parler de parti. On est parti là-bas pour parler du Cameroun. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Et je dis, si nous tous, nous réfléchissons en termes de Cameroun, nous ferons des grandes choses. Parce que la limite de sectariser les gens sous des coupoles politiques ne nous amène à rien ou alors ne valorise pas réellement ce que nous avons comme potentiel, comme qualification et comme savoir-faire. C'est la raison pour laquelle moi, j'assume davantage mon adhésion aux idéaux du président de la République. Je ne peux pas assumer l'actif ou le passif total d'un parti politique, dans le sens où il peut avoir des bons points et des mauvais points. Voilà. Donc, et maintenant, de l'angle de chacun, quelqu'un choisirait d'aller prendre ce qui est mauvais pour vous opposer, alors que si vous prenez ce qui est républicain, là vous avez un débat beaucoup plus simple. Alors, Fodias 2017, 7 ans plus tard, on n'en parle plus. Le grand dialogue national, d'abord. National, on n'en parle plus. Maintenant, le dialogue des Camerounais à la diaspora, décembre 2023, il y a un prochain rendez-vous? Tout à fait. Il se tiendra dans les 3 prochains mois à venir. Ce sera du côté de Genève. On doit de nouveau se réunir, les Camerounais qui viendront des 5 continents, pour déjà nous pencher sur les perspectives d'avenir en rapport avec la présidentielle 2025 et ce que nous devons toujours apporter comme contribution, parce que l'une des approches que nous promouvons, c'est celle de la proposition, mais la proposition pertinente. Voilà pourquoi derrière chaque de nos propositions, vous avez des éléments qui accompagnent. Ce ne sont pas des idées. Je peux vous détailler avec schéma, éléments, statistiques, pourquoi, du comment on arrive à une proposition de façon formulée. Donc, et on va faire cet exercice double pour les perspectives à venir. Pourquoi? Parce que pour nous, non seulement le Cameroun, c'est notre mère patrie, voilà, mais il faut surtout le garantir dans un environnement de paix. Nous suivons et nous sommes au fait de beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes dans la diaspora, vous avez un niveau d'information top que certains Camerounais à l'étranger ne disposent pas. Et à partir de ces informations-là, nous voyons ce que nous pouvons faire et comment aider notre pays. Ce que nous avons d'ailleurs toujours fait. Parce que je ne vais pas vous cacher, nous avons porté des négociations avec nos
nos frères qui se réclamaient de l'Amazonie. J'ai été chef de file en négociant avec... Les gens ne le savent pas, moi je l'ai fait. Voilà. Et on a eu des résultats très concrets là-dessus. Voilà. Donc, on va rester dans le même registre parce que pour nous, un Cameroun, un et indivisible, c'est ce que nous devons rechercher et c'est surtout ce que nous devons garantir. Parce que bien même quand vous êtes à l'étranger, si vous prenez la casse, mais vous-même, vous n'allez pas rentrer pour vivre dans la casse. Donc nous avons l'obligation de promouvoir le bien-être social, la stabilité, l'unité et la paix. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un certain moment, ça va poser un autre type de problème que vous pouvez imaginer, les orientations et tout. Mais je dis, les orientations tiennent tout simplement des meilleures garanties. Et parmi ces garanties, nous avons hiérarchisé ce qui garantissent la paix, l'unité, le vivre ensemble, une certaine continuité, mais dans une vision de développement accéléré. C'est à eux que nous continuerons de faire confiance. Merci Serge Ongene. Le prochain rendez-vous est donc noté avec les Camerounais de tous les coins, de tous les continents. Ce sera à Genève dans les 3 prochains mois pour la seconde édition de ce grand dialogue des Camerounais de l'exil. On vous dit merci d'être venu sur Global Africa. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Jacques Zé, et j'espère que nous avons tous ensemble permis à nos compatriotes et même à nos autorités, dans leur immense majorité, de comprendre l'intérêt de nos actions et de ce que nous sommes à l'ouvrage, et nous continuerons de l'être pour notre pays, parce que pour nous, il n'y a rien au-dessus du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé et à très bientôt.